Bonjour à tous. Après avoir évoqué la traite des Gaulois suite à l'invasion romaine lors d'une précédente vidéo intitulée « Le génocide gaulois, que la vérité éclate », nous allons aborder maintenant la traite des Blancs lors du Moyen-Âge. Les victimes de cette traite sont les derniers Gaulois réfractaires au christianisme, les Germains et les Slaves. Cette traite commence à partir du 8e siècle. Elle va s'approvisionner en Europe occidentale et l'immense majorité de la marchandise humaine est revendue à l'Espagne esclavagiste du califat de Cordoue. Cette divulgation s'appuie sur de nombreuses sources, mais s'il fallait retenir un nom, je dirais c'est Charles Verlinden. Et pour bien appuyer la véracité des faits qui vont être exposés dans cette vidéo, je vous offre une version gratuite, c'est-à-dire un format PDF de mon livre Notre-Dame d'Odin. Donc Notre-Dame d'Odin, gratuit, je vous l'offre en PDF. Il suffit que vous alliez le télécharger directement sur l'un de mes sites internet. Un livre qui traite de ce sujet, de la traite des Blancs. Ce livre gratuit, vous le récupérez directement en le téléchargeant sur mon site internet. Le lien en description de cette vidéo pour le télécharger. Vous pouvez donc récupérer sans plus attendre cette version gratuite, cette version Sharebook de Notre-Dame d'Odin sur le site pagans.eu. Il existe de nombreuses sources et de nombreuses traces concernant la traite massive et durable réalisée par l'Espagne musulmane des deux côtés de la Méditerranée en collaboration avec les empires d'Orient et d'Occident. Citons d'ailleurs Édouard Perroy dans son livre Le Monde carolingien. La plus importante de ces exportations quant à sa valeur devait être le commerce des esclaves. Nous savons que les marchands de Verdun faisaient la traite des esclaves rasiés dans le nord-est de l'Europe, avec l'Espagne musulmane. Charles Verlinden nous dit dans L'esclavage dans l'Empire médiéval, la marchandise vivante était l'article le plus important d'exportation de l'Occident vers le monde musulman d'Espagne. Très étrangement, cette traite reste aujourd'hui totalement ignorée par les académies occidentales. Des académies pourtant très enclins à dénoncer l'esclavage. Prenons l'exemple de l'historienne Rosa Amelia Plumel-Uribe, qui en témoigne dans son ouvrage intitulé « Traite des Blancs, traite des Noirs ». Elle déclara lors d'un colloque anticolonial en 2004 « Il faut que les camarades arabes engagés puissent reconnaître que depuis le 8e siècle, ce sont des musulmans arabes qui ont introduit la traite négrière en Afrique noire. Que souvent ils sont allés jusqu'à leur déclarer la guerre sainte pour mieux les rasier. La pauvre s'est faite agresser verbalement à chaque fois qu'elle a dénoncé cette traite. Elle dénonce le climat d'intolérance et d'intimidation qui règne dans les institutions académiques, le terrorisme intellectuel et même la haine qui habite certains historiens entre guillemets qui ressemblent plus à des militants d'une cause politico-religieuse. Après avoir été une historienne active pour faire reconnaître les horreurs de la traite des Noirs, comme toute personne intègre, elle se pencha ensuite sur la traite des Blancs. Et Rosa s'aperçut à quel point celle-ci fut tout aussi massive et horrible que celle des Noirs. Encore plus tabou, la traite des Blancs est complètement niée, voire occultée par les institutions occidentales. En plus de ne pas reconnaître le génocide et la traite des Gaulois par les Romains, les académies occidentales nient la traite des Blancs au Moyen-Âge. Bref, on pourrait presque parler d'un dogme négationniste de la traite des Blancs. La traite des Blancs au Moyen-Âge, l'effroyable vérité. Après la prise de pouvoir des Carolingiens en Gaule, entre autres, la traite des esclaves va s'intensifier. Et sa source d'approvisionnement va s'orienter vers l'Europe occidentale et l'Europe du Nord-Est. La demande du califat en esclaves blancs est très forte. Des esclaves surnommés les Vendes. Vendes est un terme celtique qui veut dire blond.
En effet, les esclavagistes ne se contentent plus de quelques vendes serbes rasiés par Samo de Bohême par exemple. Non, cela ne suffit plus. Les Carolingiens vont alors peu à peu industrialiser l'approvisionnement en vendes, ce qui va leur permettre non seulement de s'enrichir, mais aussi de déporter les Gaulois réfractaires et hostiles au régime carolingien. En effet, les Carolingiens, qui venaient de remplacer les Mérovingiens, avaient mis en place un régime totalitaire, particulièrement liberticide et intolérant. En 742, par exemple, un capitulaire de Carloman promulgue l'interdiction des pratiques druido-odiniques, dites pratiques païennes. En 779, Charlemagne fait interdire toutes les réunions. Tous les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits, ce qui signifie que les syndicats de compagnons, érigés en guildes de défense et d'assistance mutuelle, sont eux aussi interdits. Et les contrevenants peuvent être condamnés à la déportation ou à la revente sur le marché des esclaves. Avec cette loi, le peuple n'a ainsi plus aucun moyen de contre-pouvoir face à l'oppression. En 789, c'est le durcissement de la loi interdisant le culte rendu aux arbres, aux pierres et aux fontaines. C'est-à-dire, c'est une sorte de répression antipopulaire, anti-païenne. Puis en 794, c'est pas fini, une loi impose de couper tous les arbres sacrés. Enfin, en 800, Charlemagne ordonne la destruction de toutes les pierres païennes, entre guillemets, c'est-à-dire, en réalité, tous les mégalithes qui peuvent être renversés sont renversés. S'ils peuvent être enterrés, ils doivent être enterrés. Bref, on cache, on essaie de détruire au maximum tout ce qui est mégalithique. Bref, tous les résistants à ce régime totalitaire, à la religion et à la pensée unique, étaient généralement condamnés à l'esclavage. Si bien que cette résistance s'atténua. L'ironie est qu'il fallut alors trouver un autre axe d'approvisionnement en marchandises humaines pour l'Empire carolingien et son partenaire commercial islamique. Ce fut alors le début de la conquête de la Saxe, au nord de la Germanie. Mais le califat et l'empire carolingien ne commerçaient pas directement l'un avec l'autre. En réalité, ce sont les marchands radanites, de confession talmudique, une version réformée du judaïsme. Ce sont ces marchands radanites qui vont assurer le transfert des marchandises humaines depuis l'empire chrétien jusque dans le califat de Cordoue, véritable plateforme du commerce avec l'Orient et la Méditerranée. Pas joli tout ça. Les Radanites, des migrants venus de Babylone, vont venir s'installer en Septimanie. C'est la région de Narbonne. En effet, ce territoire leur a été légalement cédé par Pépin le Bref en l'an 759. Pépin fut le premier roi de la dynastie carolingienne. Des Carolingiens qui vont en effet faciliter la venue des talmudistes babyloniens dans le royaume franc. Des Babyloniens qu'ils vont utiliser comme intermédiaires avec les musulmans et dont ils vont protéger les routes commerciales. Mais alors concrètement, comment est-ce que ça se passait ? En fait, l'armée carolingienne, au cours de ces guerres de conquête, raflait des esclaves, colonisait et convertissait au christianisme par l'épée. Et généralement, les marchands radanites accompagnaient directement les troupes de Charlemagne lors de leur campagne militaire. Ils achetaient ainsi les prisonniers de guerre saxons et slaves directement à la source. Les chrétiens carolingiens vont soutenir ce commerce en protégeant les marchands juifs lors de leur traversée de l'Empire franc depuis la Saxe au nord-est jusqu'en Espagne musulmane. Des musulmans qui eux aussi soutiennent les talmudistes en Espagne et en Septimanie, notamment car ces derniers contrôlent tout le commerce de la traite entre l'Orient et l'Europe. Quant à l'Église catholique, loin d'interdire cette traite des Germains et autres Gaulois réfractaires, elle va également tirer profit de la traite
en rachetant à bas prix des esclaves païens qu'elle va utiliser pour son propre service. Les prêtres catholiques qui désirent acheter se présentent alors comme des sauveurs. Ils convertissent les païens qu'ils peuvent ainsi racheter beaucoup moins cher, grâce à ce prétexte de les sauver par la conversion. Mais bien que baptisés, ces païens christianisés sont utilisés comme esclaves dans les abbayes ou comme serfs dans les champs. Cependant, ils seront certes mieux traités que dans le califat musulman. Mais les marchands radhanites sont spoliés dans ce genre de transactions. Eux qui ont transporté la marchandise humaine depuis les territoires en guerre et qui l'ont racheté plus cher aux Carolingiens qui ne sont tenus de les revendre à l'église. C'est un commerce déficitaire pour eux, injuste. Heureusement, Louis le Pieux, successeur de Charlemagne, vint alors au secours des marchands babyloniens pour leur éviter une telle perte. Dans des lettres de protection dont il pourvoit les Juifs de France, il énonce l'interdiction d'exercer la mission chrétienne auprès des esclaves appartenant aux Juifs. Ils peuvent donc continuer à revendre des esclaves au meilleur prix à l'Espagne musulmane, sans subir la concurrence d'acheteurs chrétiens. Tout est bien qui finit bien pour les marchands. À cette époque, l'Espagne est connue pour ses harems. Et le produit de luxe le plus demandé à l'époque, à votre avis, c'était quoi? Non, c'était pas les prostituées, c'était pas les femmes, non, mais vous brûlez. Non, ce qui avait de plus cher, c'était le gardien de harem parce que c'était un eunuque. Il fallait que ce gardien de harem soit un eunuque. Qu'est-ce que c'est un eunuque? C'est bon. Les eunuques. C'est à Verdun en France que se trouvait le plus important centre de castration de la traite. On castrait ou on châtrait les esclaves blancs pour en faire des eunuques destinés à l'exportation vers l'Espagne et l'Orient musulman. Lévi Provençal nous dit: ils étaient destinés à la garde des harems, faisant l'objet d'un commerce spécial de la part des marchands juifs qui avaient, surtout en France et en particulier à Verdun, d'importantes manufactures d'eunuques. Celle de Verdun était très renommée et l'on en retrouvait d'autres dans le Midi. La forte demande extérieure en eunuques industrialisa l'opération. Et il apparut des centres de castration sur le sol français sous l'autorité des Carolingiens. Jacques Hirs nous dit: les musulmans et les chrétiens s'y refusant, les trafiquants israélites veillaient à la bonne tenue de la castration. D'autres historiens ont noté qu'au IXe siècle, des enfants slaves et germains subissent la terrible opération. Mortelle une fois sur deux. Le castrat est toujours un jeune enfant beau de préférence, dont le prix de revente sera extrêmement élevé étant donné le risque de l'opération. Je vous précise que châtrer un homme, cela signifie qu'on lui enlève carrément tout, même... Et oui, c'est horrible. Les acheteurs voulaient être sûrs que leurs gardiens de harem ne pourraient rien faire à leurs très nombreuses femmes. Jacques Hirs nous dit: les mécènes chrétiens fournissent la matière première, les médecins juifs opèrent, les arabes les achètent et consomment. Belle solidarité entre monothéistes. Et les sources arabes sont également formelles. Citons Ibrahim al-Karawi. Les Francs sont voisins des Slaves. Ils font ceux-ci prisonniers à la guerre et les vendent en Espagne où ils arrivent nombreux. Ils sont châtrés par les Juifs qui sont sous la protection des Francs carolingiens et qui habitent l'Empire de France et les territoires musulmans voisins. Ces castrats sont exportés en Espagne et dans tous les autres pays du monde musulman. C'était très triste, hein. Voilà donc ce que fut en réalité le 8e siècle. Les territoires de l'Empire franc, en début de dynastie carolingienne, avaient suffi à fournir un nombre suffisant d'esclaves païens. Puis il fallut rapidement s'en procurer beaucoup plus en raflant sur de nouveaux territoires. C'est ainsi que Charlemagne se lança à la conquête de la Saxe en Germanie. Ce qui fut l'une des principales œuvres de son règne d'ailleurs. Il agissait ainsi comme ses prédécesseurs empereurs romains dont il se revendiquait l'héritier. Mais Charlemagne, dont le vrai nom est Carolus Magnus, s'autoproclamait également le nouveau roi David, le mythique roi d'Israël qui avait conquis Jérusalem par l'épée. Charlemagne fut couronné empereur par le pape Léon III en 800 à Rome.
Il était alors le premier empereur romain depuis la déposition du précédent en 476. Appartenant à la dynastie des Carolingiens, l'empereur romain Carolus Magnus sera rebaptisé Charlemagne des siècles plus tard pour les besoins du roman national français. Mais toute cette violence à l'égard d'innocents ne restera pas sans conséquences. Dans les terres encore libres du nord de l'Europe, des terres qui accueillaient déjà de nombreux réfugiés païens, une profonde colère gronde et s'organise. Et oui, l'esclavage peut aussi toucher les Blancs. Tous les peuples peuvent être touchés par l'esclavage. Le problème, c'est qu'on l'ignore complètement en Occident et qu'aujourd'hui, ça commence à sentir le vinaigre. Peut-être parce que justement, les Blancs, les Occidentaux, ont toujours baissé la garde, n'ont jamais été vigilants parce qu'ils n'ont jamais su que dans leur histoire, leurs ancêtres ont eux aussi été esclaves. Je pense qu'il serait vraiment très intéressant et très bon d'informer un maximum de personnes. Oui, les Occidentaux peuvent aussi être mis en esclavage. Oui, ils l'ont été. C'est vraiment très important par les temps qui courent. Donc, je compte sur vous pour partager la vidéo, pour la diffuser au maximum. Et puis, je remercie tous ceux qui me soutiennent sur le Tipeee. C'est le financement participatif. C'est grâce à eux que je peux travailler en indépendant et donc faire ce genre de vidéo qui ne sera pas fait par les académies. Donc, merci à ceux qui peuvent me soutenir. Je vous rappelle encore que tout ceci est beaucoup plus détaillé dans le livre Notre-Dame d'Odin que vous pouvez trouver sur ma boutique espritviking.com et vous pouvez également télécharger la version gratuite, la version Sharebook de ce livre et la diffuser bien sûr au maximum. Il faut que les gens soient au courant, il faut que la vérité se sache, c'est urgent. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification si ce n'est pas déjà fait. La grande divulgation va continuer. Voilà, c'était Oleg de Normandie pour vous servir et surtout pour servir la vérité et la justice. Au revoir, à bientôt.